Nouveau numéro du JT des JT. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la ville de Porto Novo vibre depuis ce samedi 2 août aux couleurs du Festival des Masques édition 2025. Une célébration qui verra défiler de multiples représentations venues de différentes cultures. L'école du patrimoine africain a accueilli à cet effet un colloque scientifique international qui a été également la cérémonie de lancement de cette deuxième édition. Le compte rendu dans ce journal. 65 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Le Bénin a célébré cette semaine son indépendance, un moment solennel de mémoire, de reconnaissance et de projection vers l'avenir, commémoré chaque année avec fierté et engagement. À l'issue du défilé militaire marquant la célébration, le chef de l'État Patrice Talon a fait une déclaration empreinte de sincérité et d'espoir, faisant le bilan de ses actions. Retour dans ce journal sur les propos du chef de l'État au terme de la cérémonie ainsi que les impressions de quelques personnalités présentes. La 4e édition des Trophées Footeuses 229 a connu son épilogue samedi dernier à Abomey-Calavi. Au total, 14 distinctions ont été décernées aux joueuses du football les plus décisives ainsi qu'aux encadreurs les plus inspirants du football féminin. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le Festival des Masques édition 2025 a démarré ce samedi 2 août 2025 dans la ville de Porto Novo. L'école du patrimoine africain a accueilli à cet effet le colloque scientifique international qui a été également la cérémonie de lancement de cette deuxième édition du festival. Une cérémonie qui a compté parmi ses invités d'éminents professeurs et prêtres de femmes. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, nous en dit plus. On regarde. Ce colloque scientifique intitulé « IFA Oromila », introduction à une épistémologie, organisée dans le cadre de l'édition 2025 du Festival des Masques, ne constitue pas seulement un événement académique. Il est un acte de reconnaissance, un geste politique fort qui affirme avec clarté que nos savoirs traditionnels ne sont pas que des vestiges du passé, mais des sources vivantes de pensée, de régulation sociale et de créativité contemporaine. C'est pourquoi je suis convaincu que vous comprendrez l'émotion et les sentiments d'humilité qui m'animent en ce moment où je procède, au nom du gouvernement de la République du Bénin, à l'ouverture de ces travaux. Mesdames et messieurs, IFA, dans son essence, est une épistémologie complète, rigoureuse, structurée, fondée sur l'observation du réel, la transmission orale codifiée, l'usage du symbole, l'analogie et le dialogue entre les sphères du visible et de l'invisible. IFA articule le savoir au sens du monde, la connaissance à la responsabilité, l'individu à la communauté. À ce titre, il mérite d'être exploré, non comme une croyance figée, mais comme un système de pensée capable d'interroger, d'analyser et de répondre aux problématiques contemporaines. Mémoire historique, conflits sociaux, écologie, éthique, gouvernance, et j'en passe. En accueillant ce colloque, nous engageons une réflexion de fond sur la place des savoirs endogènes dans les politiques publiques, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la recherche et de la culture.
Il s'agit de dépasser des clivages stériles entre tradition et modernité, entre science occidentale et pensée africaine, entre oralité et rationalité. Nous saluons à cet égard l'ouverture inédite du dialogue entre chercheurs et praticiens de IFA, entre ceux qui théorisent dans les universités et ceux qui incarnent dans les temples et les familles les pratiques ancestrales. Cette alliance est précieuse, nécessaire, urgente. Éminents chercheurs, distingués invités, au-delà des échanges intellectuels, nous annonçons ici le lancement du chantier de création d'un centre d'interprétation de IFA, une maison IFA, ici même à Porto Novo. Ce centre constituera un espace de dialogue permanent entre chercheurs, praticiens, artistes, étudiants et citoyens. Un lieu de médiation entre tradition vivante et recherche contemporaine. Un cadre pour l'organisation d'ateliers, d'expositions de formation, de consultations et de productions scientifiques dans le respect des protocoles rituels et des fondements spirituels du savoir IFA. Dans cette dynamique, nous formulons également le vœu du retour de la tablette de consultation de Guédégbé, jadis outil de médiation des rois d'Abomey, aujourd'hui conservé à l'étranger. Sa réintégration dans notre patrimoine matériel et symbolique renforcerait le lien entre mémoire royale, sagesse divinatoire et récit national, car notre souveraineté culturelle se construit aussi par la réappropriation de ces objets, témoins de notre génie civilisationnel. Nous devons enfin reconnaître les Babalao, les Bokono et les autres praticiens de IFA comme des acteurs essentiels de la médiation symbolique, du conseil communautaire et de la gouvernance locale. Il est par conséquent urgent de documenter leur savoir et leurs pratiques, leur garantir des cadres juridiques protecteurs, mettre en place des mécanismes de formation, de transmission, d'accompagnement professionnel. Mesdames et messieurs, les chercheurs, ce colloque constitue un acte fondateur. Il inaugure un mouvement collectif pour réconcilier l'Afrique avec la profondeur de ses propres savoirs. Il interpelle les chercheurs pour en poser les cadres critiques et méthodologiques, les praticiens pour transmettre les subtilités et les codes, les artistes pour en traduire la richesse en forme et en récit, les pouvoirs publics pour garantir les conditions d'une féconde convergence. En lançant officiellement les travaux de ce colloque, je voudrais former le vœu que ce dialogue fécond entre IFA Orunmila et les sciences contemporaines donne naissance à un nouvel espace de pensée et d'action. Au service de pensée et d'action, disais-je, au service d'un Bénin souverain, enraciné, créatif et éclairé, capable d'embrasser pleinement les défis du XXIe siècle. Pour la deuxième fois, la ville de Porto Novo accueille les festivaliers pour le Festival des Masques, une célébration qui verra défiler de multiples représentations venues de différentes cultures. À ce propos, le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti, nous livre au micro de ESAE TV l'expression de son enthousiasme. On regarde. Du 2 au 3 août se déroule dans notre ville, capitale du Bénin, terre des Aïnovi, cette deuxième édition du festival qui débute par le colloque scientifique international en cours. Le thème général de ce colloque, c'est le Fa Orunmila, introduction à une épistémologie. Après les réflexions sur les traces du vaudou dans les arts et cultures des sociétés post-esclavage, nous voici réunis autour du IFA Orunmila. Je suis persuadé que le choix de ce thème participe à l'enracinement de la révélation des arts et cultures chers au président de la République, le président Patrice Talon. Pour nous,
Il s'agit d'une invite à plonger dans les profondeurs de notre héritage culturel et spirituel et à découvrir la manière dont ces traditions ont évolué et influencé les cultures à travers les âges et les continents en vue de participer à la maxime « Connais-toi toi-même », chère aux philosophes athéniens Socrate, et ensuite nous révéler au monde. Mesdames et messieurs, chers communicateurs, chers participants, distingués invités, au cours des 2 jours, des discussions et des échanges enrichissants sur divers sujets captivants sur le IFA Oromila seront venus. De la conférence inaugurale sur les masques d'IFA et les liaisons ciel-terre en Occident et en Afrique, regard d'Obara, Oyeku et d'autres autour, et les mascarades IFA et les liens entre le ciel et la terre en Afrique de l'Ouest, perspective d'Obara, Oyeku et d'autres autour IFA, nous apprendrons certainement tout à l'heure, aux côtés de l'éminent professeur Kayode, ce qu'est le Fa ici et au-delà des océans. En outre, pour nous néophytes, le Fa nous initie aux lois cosmiques de la morale. Il nous enseigne, nous renseigne et nous éclaire sur tout, le passé, le présent et l'avenir. Mesdames et messieurs, chers communicateurs, distingués invités, la culture africaine et particulièrement celle béninoise trouve une importance primordiale à travers les rites et traditions laissées par nos aïeux. Ces pratiques ancestrales, enracinées dans nos terres et notre histoire, ont toujours servi de bouclier spirituel et de symbole de résistance contre le système colonial et ses affres. Elles ont façonné notre identité, renforcé notre solidarité et préservé notre héritage face aux tentatives d'éradication culturelle. En découvrant ces traditions, les visiteurs sont invités à plonger dans l'essence même de notre histoire, à comprendre la force de notre culture et à célébrer notre héritage commun. Le Festival des masques, à travers les rites, danses, expositions, bref, sa programmation alléchante est une opportunité unique de découvrir Porto Novo sous un nouveau jour. La ville riche de ses traditions et de son histoire synthétise la culture de notre pays. Explorer les places où les vaudous rentrent, à savoir la place Mingan, Abessan, Lokosa, Rumbo et Dambé-Ronto, où les masques seront révélés à travers des activités variées et vous permettront de goûter à la richesse de notre culture, de nos traditions, de notre gastronomie. Profitez de cette occasion unique pour vous immerger dans l'authenticité des valeurs culturelles de notre pays et découvrir les trésors de cette belle ville touristique. Toujours dans le même registre, festivaliers, exposants et professeurs nous livrent à présent leurs impressions pour le compte de cette 2e édition du Festival des masques. Suivons ensemble. Ici, il s'agira de mettre en exergue tout ce qui participe au Fa. Alors, quand on entre un peu dans le Fa, vous allez constater que le colloque de l'année passée a montré qu'en réalité, que quand on dit vaudou, ce n'est pas les confusions que nous observons, mais c'est plutôt le vaudou est avant tout une culture. Et pour aller au niveau de vaudou, le vaudou est porté par le Fa, puisque avant d'aller vers les sacrifices que sollicitent les résultats des consultations, il faut aller d'abord vers le Fa, il faut consulter le Fa. Donc ici, le colloque que nous organisons aujourd'hui est un élément qui va donner une ouverture sur ce qu'est le Fa véritablement. C'est quoi le Fa véritablement? Donc c'est pour ça que nous sommes là par rapport à ce colloque. Well organized. I must appreciate the government of Benin Republic for taking a lead. They are taking a lead. Benin Republic is not the biggest country in Africa,
okay? But Benin Republic is taking that lead that will liberate Africa. Because if Africa wants to be liberated, if Africa wants to develop, if Africa wants to grow, we must work on autochthonous African values, thoughts, philosophy about economy, about governance, about law, about sciences to develop our people. I want to appreciate the government of Benin for taking this lead, and I want to charge many other African countries to follow suit, including my own country, Nigeria. Of course, there is practice of IFA in Nigeria, but it is at the level of individual communities. Now in Benin, what is unique is that the government of the country is taking a lead to deliberately document, encourage, and tap knowledge from IFA. If Nigeria can do that, if Togo can do that, if Ghana can do that, if all African countries can do that, to tap into their indigenous and autochthonous knowledge system, Africa will develop. Not only develop, Africa will come out to enslave Europe. And that can happen in the nearest future. I'm from traditional family, from Ifa family and Egogo family. So in my hometown, my parents are Egogo devotee. So I understand the impact of Egogo in the community. So when you're talking about Egogo, Egogo helps to carry away evils, bad omens, bad energies from the community, from the city, and in return brings prosperity, progress, and development to the city in general. So doing Egogo festival in this country will bring a lot of good than the bad side. So let's say it's 100% good because it helps to take away the social vices from youth and helps to promote and to help to increase the income of the community in general. So that's what I say about the Egogo Festival. So what they are doing in this country is 100% okay. Nous sommes spécialisés dans la transformation des produits locaux, des produits agricoles, principalement de la purée de tomates, de la tomate en purée, des épices aussi en purée. Vous avez ici la tomate, c'est de la purée de tomate faite à base de notre tomate locale Dongbi. On transforme des plantes aromatiques, on extrait l'huile essentielle des plantes aromatiques qu'on met à la disposition de la population. Et ces huiles essentielles, ça traite des maladies les plus banales, comme un rhume par exemple, aux maladies les plus compliquées, comme le cancer par exemple. Le festival est à l'occasion du 1er août, de la fête de l'indépendance. Je dirais à toute la population de prendre en charge, d'avoir une liberté aussi bien de leur santé que de leur mental. Donc nous avons ici des huiles essentielles extraites de plantes, des huiles d'eucalyptus par exemple qui traitent tout ce qui est problème de voie respiratoire, des huiles essentielles de chayo par exemple qui est un antibiotique très puissant et plein d'autres huiles extraites des plantes locales que nous avons apportées de main. Le Bénin a célébré cette semaine, notamment le vendredi 1er août 2025, son 65e anniversaire d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Un moment solennel de mémoire, de reconnaissance et de projection vers l'avenir que le pays commémore chaque année avec fierté et engagement. Au terme du défilé militaire marquant la célébration, le chef de l'État Patrice Talon a fait une déclaration empreinte de sincérité et d'espoir, faisant le bilan de ses actions. Suivez ses propos. C'est tout simplement pour exprimer à mes concitoyens, au Bénin tout entier, ma satisfaction, mon bonheur et lui dire combien je suis reconnaissant de l'honneur qui m'a été fait, qui m'est fait encore jusqu'à maintenant depuis si longtemps. Nous avons parcouru un chemin merveilleux ensemble, difficile certes mais merveilleux. Et ce que je retiens est que le Bénin s'est démontré à lui-même et au monde entier que les changements sont possibles, que le développement est possible même s'il est lent. Et désormais l'espoir est permis. Mon sentiment profond est un sentiment de satisfaction, même si ce n'est que le début et que tout reste à faire. Mais l'élan que nous venons de prendre est de quoi satisfaire. J'ai personnellement le sentiment que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu'au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion, de tout ce que je possède comme potentiel. J'ai travaillé avec bonne foi, même si j'ai pu me tromper souvent.
n'étant pas Dieu, je demande aux Béninois de me pardonner de mes insuffisances et de croire au destin, notre destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir, que demain sera encore meilleur aujourd'hui. On vient de donner le coup d'envoi, on a allumé le feu, tout le bonheur, tout le mérite qui est le nôtre va se transformer en développement réel au fil des jours, des mois, des années à venir. Le meilleur est donc à venir. Confiance au Bénin entier, confiance à nos hommes. Et moi, j'ai confiance à l'âme du Bénin désormais. Qu'ils aient confiance en eux-mêmes, confiance au Bénin et d'accompagner cette dynamique qui est en cours par tous les moyens, chacun dans son domaine de talent, de prédilection, de compétences, d'engagement. Et que ce qui a été longtemps caractéristique de la jeunesse au Bénin, le désespoir, s'efface complètement. Tout le monde n'aura pas tout au même moment. Mais chacun peut savoir désormais que son effort peut payer. Notre effort collectif peut aider, peut impulser les talents, les disponibilités, l'engagement, la volonté de chacun. Désormais, l'agence béninoise doit être confiante en son avenir. À l'issue du défilé militaire marquant cette célébration du 65e anniversaire du Bénin, des personnalités présentes à cette cérémonie ont exprimé leurs impressions, mais également leur satisfaction. Suivez quelques-uns ici au micro de ESAE TV. Je dis bonne fête à nous, nous sommes ensemble, que l'on soit de la mouvance, de l'opposition, ce pays nous appartient à nous tous et demain c'est ensemble que nous allons développer ce pays. Le président l'a dit, que les Béninois le comprennent comme ainsi et puis ensemble nous allons bâtir ce pays-là. J'ai honnêtement été satisfait de l'organisation et je l'ai encore été plus quand j'ai vu le bataillon qui nous défend aux frontières. J'ai été ému et j'ai pensé à nos morts, à leurs collègues. Et je crois qu'ils doivent être célébrés et immortalisés. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la fin. L'hymne du Bénin en Adja, c'était bien orchestré, bien fait. 65 ans d'indépendance, 65 ans de développement, mon sentiment est total. Je suis très satisfait de l'organisation de cette manifestation. Je suis satisfait du défilé. Le président de la République était là. J'ai constaté qu'il était aussi satisfait. Je suis fier d'être béninois. Je pense que nous allons continuer l'œuvre et poursuivre. C'est un défilé quand même unique dans son genre, avec toute l'esplanade de forces qui ont fait leur défilé. On a vu aussi des choses symboliques à la fin, avec l'hymne national, l'unique en son genre. Ce moment, en fait, qui incarne la rigueur, comme ça a été dit en fin de défilé, du chef de l'État. Donc, c'est vraiment une fierté de vivre cette vibration, une vraie vibration, en fait. Le 65e anniversaire de notre pays, ça s'est bien passé. On est fiers, on ressent quand même une fierté d'être béninois. Et pendant un instant, nous avons oublié tout ce qui pouvait nous diviser et tous unis autour du chef de l'État, nous avons passé vraiment d'agréables moments. Des moments qui m'ont rappelé mon enfance où, tout jeune, aux côtés de mon père, j'assistais au défilé. C'est, je peux dire, le dernier casting en tant que président de la République, du chef de l'État. Ce qui est fait depuis bientôt 10 ans nous a permis en fait d'assister à cette image festive. Alors, le chef de l'État a fait un travail structurel, fonctionnel, avec autant de réformes. Le chef de l'État a balisé le chemin. Le chemin étant balisé, il convient maintenant à tout citoyen, de manière implicite, participative, patriotique, d'emboîter les pas du chef de l'État. Donc, on n'aura qu'à s'estimer heureux, être fier de ce qui est fait. Patrice Talon est un développeur. C'est quelqu'un qui a à cœur le bien-être des Béninois, qui a à cœur le développement du Bénin. C'est lui, le premier président, qui a l'intention de révéler le Bénin aux Béninois, à lui-même, révéler le Bénin à la sous-région, révéler le Bénin à l'Afrique tout entière, révéler le Bénin au reste du monde. L'après Talon, il a dit hier, lorsqu'il a rencontré les jeunes, il a déjà dressé le boulevard, il a déjà tout fait pour que son successeur puisse prendre la relève dignement
et fasse mieux que lui. Et il a promis qu'il allait veiller aux côtés des Béninois pour qu'on ne se trompe pas cette fois-ci de choix et que nous allons, avec son aide, choisir celui qui convient au Bénin pour poursuivre tout ce qu'il a eu à entreprendre. Je suis venu afin d'avoir l'occasion de dire et de faire entendre au président Patrice Talon que la dynamique Talon doit continuer avec Talon ou Talon. C'est vrai, la Constitution met fin. Je respecte la Constitution. C'est vrai qu'il est pressé de partir, mais on a besoin encore de lui. Peut-être qu'il ne le sait pas encore. Et je suis venu demander au peuple béninois de le convaincre à rester. J'irai voir le président Yahi Boni, je vais voir Soglo. Eh bien, pour leur demander, parlez-lui, mettez-vous ensemble pour que les 5 prochaines années, nous fassions un gouvernement d'union nationale avec Talon en tête pour continuer les œuvres de développement que nous vivons. Pas que je ne sois pas en mesure d'être président, ils ne sont pas nombreux à être plus qualifiés que moi. Mais on a un chef qui fait déjà bien, gardons-le encore 5 ans, Inch'Allah. Depuis 2016, le Bénin a connu plusieurs périodes de réformes et d'engagement, notamment dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Au micro de ESAE TV, l'expert en gouvernance et politologue Joël Ataï Guédégbé s'est prononcé sur les avancées et réformes engagées de la gouvernance du président Patrice Talon de 2016 à nos jours. Suivons-le au micro de ESAE TV. J'observe que la gouvernance du président Talon se caractérise par une intolérance assez importante au gaspillage, au détournement et à la corruption, pour parler de manière générique. Chacun peut observer, et la criette est le symbole de cet effort de répression des déviances dans la gestion au niveau de l'État. Pour autant, tous les trous n'ont pas été bouchés. Mais quand on fait l'effort d'être assez rigoureux, quand on fait l'effort d'être point complaisant avec ses amis, avec même ceux qui sont responsables de mauvaise gestion ou de prévarication des biens publics, fatalement, il s'ensuit une amélioration des agrégats, des recettes et une plus grande disponibilité des moyens publics. Je pense que c'est ça le mérite de la gouvernance Talon. Évidemment, davantage de rigueur entraîne davantage de frustration ou d'assèchement de voies, d'enrichissement, pour ne pas dire de moyens de vie un peu plus faciles. Et ça, c'est sur le plan de la gestion, le plan de la conduite des affaires publiques, où, par exemple, la mise en œuvre des projets, certaines réalisations sont précédées quand même d'un effort assez important d'études, d'évaluation, pour éviter des choix hasardeux. Pour autant, ce qui a été fait ne peut pas échapper toujours à la critique. Certains choix sont discutables, incontestablement, mais il y a eu une volonté de se discipliner, de ne pas aller, et là j'en viens à la question politique, de ne pas aller à une redistribution à tout va autour de soi par la multiplication des postes politiques, des nominations à caractère politicien. Ça commence par le gouvernement, où on observe une stabilité intrigante et à la limite agaçante pour les partisans de l'équipe ou bien des équipes gouvernementales. Il y a eu très peu de remaniements. Une bonne partie des ministres du président Talon est quasiment là depuis le début de son mandat. C'est une nouveauté, c'est un changement notable. Et j'ose croire que ça ne crée pas et pour autant la sclérose. Au-delà de ça, et j'en viens à la question du système partisan, la réforme s'est voulu comme étant un moyen de discipliner davantage, de responsabiliser davantage la classe politique en prônant les grands regroupements
et par des mécanismes, par le biais du code électoral qui incite à travers certains mécanismes à envisager de se regrouper plutôt que de se disperser. La Fondation Sylvanus Haïti a tenu une campagne de salubrité ce samedi 2 août 2025 à Akwakwa. L'objectif est de participer à la propreté de la ville et de donner le bon exemple aux populations. Reportage signé ESAE TV. Sensibiliser, mobiliser, agir ensemble pour un avenir et un environnement plus propre et plus sain. Ce sont ces mots du président Sylvanus Haïti qui justifient la présence de sa fondation ici dans les ruelles de la ville d'Akwakwa. Un coup de balai pour rendre la ville plus propre. J'ai opté pour la ville d'Akwakwa parce que toutes les rues, les grandes rues sont aujourd'hui pavées et bitumées. Mais nous avons des ruelles qui sont beaucoup sales. Et nous avons choisi de commencer par Akwakwa. D'abord, si vous ne balayez pas chez vous, vous ne pourrez pas balayer dehors. La Fondation Sylvanus, dans ses objectifs, œuvre pour le bien-être humain. Et dans le cadre d'espèce de ce matin, nous sommes là pour faire de notre environnement un environnement sain pour une santé saine. Une initiative que saluent les habitants de la 15e circonscription électorale, y compris ceux des quartiers Tchankpame et Adjegounlé, qui s'engagent pour la pérennisation de cette campagne de salubrité. Nous aimons à fond, nous vivons dans Tovi, Tchankpame, Tonlé. Nous devons bon, Fondation Sylvanus soit appuyé, bon, là, et ça, bon, mais là, pour vivre dans Tovi, Tchankpame, bon, mais bon, nous Fondation Sylvanus, maona gwalona bon, nous été nous koyina tinaï. Dès mon Fondation Sylvanus ici, et bien quartier mitome, pour akiza pour leko comme rumendo parce que nous mettons bon, mais les soins na baï, mais mettez vous kawa, boya insoumis et ya gwalona mi, nous dagwe bon, mais do non alors dalome, bon gwalone, bon si ganga yi nous ne basito bon nous ne e mai nous buena noti. Nous allons œuvrer et aider le président à pouvoir élargir cette campagne. Le prochain rendez-vous est probablement pris pour la semaine prochaine afin de montrer le bon exemple aux habitants de la ville. On poursuit cette édition. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a effectué des mises à jour importantes sur des plateformes numériques dans le cadre de l'actualisation du fichier électoral. Ce jeudi, la Direction générale a présenté les nouveaux outils aux partis politiques et organisations de la société civile. Des détails avec Aristide Adjina-Kounyanhoui, le directeur de l'agence. À 6 mois des élections, nous savons que l'une des questions qui préoccupe chaque citoyen est la suivante. Où vais-je voter? Pour y répondre, nous lançons aujourd'hui une nouvelle version de nos plateformes web, e-Service ANIP BJ, et iPhone et Android, qui permettent à chaque citoyen de retrouver son numéro personnel d'identification, de consulter son centre de vote, d'effectuer si nécessaire un transfert de centre de vote, d'accéder à ces données personnelles et de demander des modifications, de commander ces pièces d'identification utiles pour voter et de vérifier l'authenticité de ces pièces. Et ce n'est pas tout. Parce que l'inclusion ne doit pas être un mot vide, nous lançons aussi le tout premier portail USSD de service public au Bénin, accessible via le code court étoile 151 dièse. Ce portail permet à toute personne, même sans smartphone ni connexion Internet, d'accéder à nos services. Parce qu'un citoyen peut vivre à Cotonou, mais se retrouver au village en période électorale, nous avons intégré dans le registre national des personnes physiques
la déclaration d'une résidence principale et d'une résidence secondaire. Cette évolution, conformément à la réglementation, permet d'assouplir le choix du centre de vote et de répondre aux besoins des populations mobiles. Parce que le cœur du Bénin bat aussi à l'étranger, nous allons dans les prochains jours renforcer l'interopérabilité entre le registre national des personnes physiques et le registre des Béninois de l'étranger. Cela permettra aux personnes immatriculées dans les représentations diplomatiques et consulaires de demander, si nécessaire, un transfert de leur centre de vote vers leur résidence à l'étranger. Retour dans cette édition sur cette actualité ayant marqué également cette semaine. Il s'agit de la rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec la jeunesse béninoise. Le président Patrice Talon a tenu une séance d'échange avec des jeunes venus de plusieurs coins du pays. Cette rencontre a eu lieu le lundi dernier au Palais de la Marina à Cotonou. Au nombre des sujets abordés, la question de l'emploi au Bénin a été l'une des plus essentielles. Le chef de l'État a clarifié les rôles. Suivez ses propos au micro de ESAE TV. C'est vrai, nous avons au Bénin depuis toujours un déficit grave en termes d'offres d'emploi, que ce soit par le secteur public, que ce soit par le secteur privé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour impulser la création d'emplois? Public, privé. Notamment privé, puisque nous avons choisi et n'avons pas remis en cause notre modèle de développement économique qui est le libéralisme économique. C'est le secteur privé qui, durablement, va créer le plus d'emplois possible dans la communauté béninoise. Que ce soit les emplois agricoles, travailler dans l'agriculture, l'élevage, la production végétale. Ce n'est pas l'État qui est le plus indiqué pour avoir une ferme, pour avoir un élevage, pour avoir une industrie agricole ou bien une agroéconomie. Ce n'est pas du tout l'État. Nous savons, ici personne ne dira le contraire, que l'État est mieux indiqué pour avoir une ferme, que l'État est mieux indiqué pour avoir un élevage, que l'État est bien indiqué pour avoir une industrie de transformation, une dynamique agro-industrielle, même si depuis l'État impulse un peu directement ce secteur-là. Donc nous ne remettons pas en cause le fait que le secteur privé doit créer et est destiné et habilité à créer le maximum d'emplois durables. Durable, ça veut dire quoi? Et ça veut dire durable pour l'employé qui est employé dans l'économie ou durable pour le secteur. Une industrie que vous allez venir installer demain, vous, si vous avez les moyens. Vous êtes financé, vous avez le besoin, vous avez des partenaires, vous créez une industrie. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Et qu'est-ce qui fera que cette industrie va traverser le temps? 5 ans, 10 ans, 20, 99 ans, et vous allez passer la main à vos héritiers. Est-ce que ça va être le fait que celui qui y travaille est rassuré d'avoir son emploi jusqu'à sa retraite? Ou bien c'est le fait que l'unité de production va produire et traverser le temps? Qu'est-ce qui est plus important que les deux? Pour le Bénin et pour vous-même, industriels, vous-même, investisseurs. On va parler franc. On va se parler, moi je n'ai pas l'habitude des langages politiques. Est-ce que c'est la stabilité pour Pierre, Kodjo, Bio et consorts? Il a un emploi, il a été embauché, il est sûr de finir sa carrière, d'aller à la retraite, d'avoir un salaire convenable tout le temps. Est-ce que pour vous, c'est ça qui prime par rapport à la durabilité de l'entreprise elle-même? Si vous prenez des lois qui manifestement sont destinées essentiellement à protéger l'employé, personne ne viendra investir chez vous. Mais la vie est comme ça, on n'y peut rien. Et c'est la tendance des investisseurs. Si vous êtes syndicaliste, vous défendez l'emploi, le jour où vous allez créer votre entreprise, vous n'aurez plus du tout la même pensée que le syndicaliste. Or, qu'est-ce qu'on veut au Bénin? Moi, je veux qu'il y ait des milliers d'entreprises. Je veux qu'il y ait des milliers d'artisans. Je veux qu'il y ait des milliers de fermes. Je veux qu'il y ait des milliers d'élevages. Si ces entreprises, ces fermes sont au Bénin, ils vont employer des Béninois. Non, qu'ils soient au Bénin
pour moi, est déjà suffisamment satisfaisant. Parlons toujours de la rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec la jeunesse béninoise. Plusieurs représentants et différentes couches de la jeunesse ont pris part à cet échange. Le compte rendu de EZAE TV. Ce lundi 28 juillet 2025, le président de la République, Patrice Talon, a tenu une rencontre inédite avec plusieurs jeunes béninois au palais de la Marina à Cotonou. Cette initiative, placée sous le signe du dialogue et de l'écoute, visait à créer un cadre d'échange direct entre le chef de l'État et la jeunesse sur leurs préoccupations, aspirations et rôle dans le développement du pays. Ensemble avec le président Patrice Talon, nous avons une idée des efforts qui ont été consentis par l'équipe actuelle et tout ce que le gouvernement a pu faire pour changer le quotidien du Béninois, pour apporter un plus. Le chef de l'État a fait honneur à la jeunesse béninoise et l'a invité pour que nous puissions avoir des échanges francs avec lui. Et ces échanges qui ont porté sur ce qu'a été le Bénin depuis l'époque des royaumes, et après la colonisation, la révolution, ensuite la démocratie qui débouche après sur les 9 ans d'exercice de fonction et que nous pouvons aujourd'hui, il a demandé à ce qu'on fasse le bilan de 65 ans de parcours, qu'est-ce qu'on retient, d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire de l'avenir et ce qui s'impose à nous en tant que jeunes. Devant un parterre de jeunes venus de divers horizons, étudiants, entrepreneurs, artistes, leaders communautaires, jeunes en formation, le président Talon a ouvert la séance par un mot d'encouragement. Il a salué la vitalité, la créativité et la résilience de la jeunesse béninoise, affirmant qu'elle constitue le socle de l'avenir national. Les jeunes ont ensuite pris la parole pour poser des questions et formuler des préoccupations sur plusieurs thématiques. Éducation et formation professionnelle, entrepreneuriat, emploi des jeunes, participation citoyenne, transition numérique et innovation. On attendait ça pendant 9 ans, mais Dieu merci, aujourd'hui, bien qu'ils sont à 6 mois de la fin de leur gouvernance, ils ont pensé à ce qu'on puisse venir et leur parler à cœur ouvert. De mon côté, à moi, il y a une pensée que tout Béninois voudrait que cela se concrétise aujourd'hui. Ce n'est que la libération de certains citoyens qui sont sous le coup de la loi. Donc on a aussi eu à lui demander cela et on espère très bien que l'esprit qui va toucher son cœur, touchera son cœur et fera parler cet homme, ce père de famille qu'il est, pour pouvoir libérer nos frères de prison. Avec le chef de l'État, nous avons un peu parcouru l'actualité nationale, parlant d'abord de ce qui a été fait avec le gouvernement béninois concernant les droits des personnes handicapées, la promotion de leurs droits, l'emploi et voilà tout ce que nous connaissons déjà, les 5 décrets d'application et aussi les quelques préoccupations et doléances que nous avons encore là pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier, de jouir de ces droits. Nous avons compris que nous nous trompons sur la réalité qu'est la démocratie. La démocratie, loin d'être l'image que nous nous faisons, doit nous permettre de sélectionner et d'avoir des présidents, des dirigeants qui méritent d'être à leur place. Des réponses franches et des engagements, le président Talon a répondu avec franchise et pédagogie à chaque intervention. Il a rappelé les efforts déjà entrepris par son gouvernement, notamment dans la réforme de l'éducation, la digitalisation de l'administration, l'amélioration du climat des affaires et la création des programmes de soutien aux jeunes entrepreneurs. Il a également reconnu les défis persistants tout en encourageant les jeunes à se responsabiliser, à oser entreprendre et à croire en leurs talents. L'État crée les conditions, mais c'est à vous de prendre votre destin en main, a-t-il martelé. Le chef de l'État a exprimé sa volonté de poursuivre ce type de rencontre afin de faire de la jeunesse un véritable partenaire du développement. Il a invité les jeunes à rester vigilants, engagés et à contribuer activement
à la construction d'un Bénin plus juste, plus fort et plus prospère, tout en insistant sur son départ à la fin de son mandat. J'ai vu le chef de l'État dans une posture très relaxe et il a encore martelé une fois de plus qu'il partira. Il partira au soir de son dernier mandat. Il l'a dit plusieurs fois et je pense que celui qui prendra les règnes de ce pouvoir, de ce pays en 2026, a l'obligation de faire plus que le président Patrice Talon. Dans le même registre, à présent, je vous invite à suivre les impressions de quelques participants qui se sont exprimés à la fin de la rencontre. Des propos recueillis par ESAE TV. J'aurais souhaité que ça soit dès son premier mandat. Nous avions abordé plusieurs sujets, mais l'essentiel est que j'ai vu le chef de l'État dans une posture très relaxe et il a encore martelé une fois de plus qu'il partira. Il partira au soir de son dernier mandat. Il l'a dit plusieurs fois et je pense que celui qui prendra les règnes de ce pouvoir, de ce pays en 2026, a l'obligation de faire plus que le président Patrice Talon. Le chef de l'État a fait honneur à la jeunesse béninoise et l'a invité pour que nous puissions avoir des échanges francs avec lui. Et ces échanges qui ont porté sur ce qu'a été le Bénin depuis l'époque des royaumes, après la colonisation, la révolution, ensuite la démocratie qui débouche après sur les 9 ans d'exercice de fonction et que nous pouvons aujourd'hui, il a demandé à ce qu'on fasse le bilan de 65 ans de parcours, qu'est-ce qu'on retient, d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire de l'avenir et ce qui s'impose à nous en tant que jeunes. Ensemble avec le président Patrice Talon, nous avons une idée des efforts qui ont été consentis par l'équipe actuelle et tout ce que le gouvernement a pu faire pour changer le quotidien du Béninois, pour apporter un plus. Comme vous le savez, nous venons de très loin. Et aujourd'hui, en faisant le bilan à mi-parcours, nous avons constaté qu'effectivement, en 9 ans, notre pays a changé. Notre pays a évolué, notre pays a développé. Et sans vous mentir, à l'unanimité, la jeunesse était vraiment fière, était contente de cette grande réalisation, de ce bilan présenté par le président Patrice Talon. On attendait ça pendant 9 ans, mais Dieu merci, aujourd'hui, bien qu'ils sont à 6 mois de la fin de leur gouvernance, ils ont pensé à ce qu'on puisse venir et leur parler à cœur ouvert. De mon côté, à moi, il y a une pensée que tout Béninois voudrait que cela se concrétise aujourd'hui. Ce n'est que la libération de certains citoyens qui sont sous le coup de la loi. Donc on a aussi eu à lui demander cela et on espère très bien que l'esprit qui va toucher son cœur touchera son cœur et fera parler cet homme, ce père de famille qu'il est, pour pouvoir libérer nos frères de prison. Le chef de l'État Patrice Talon a effectué cette semaine, le mardi dernier, une visite sur le nouveau palais royal et l'arène de la Gani à Niki, département du Borgou. Reçu par son Altesse impériale Serotoru Tukosari, il a découvert 2 nouveaux joyaux récemment achevés. Retour sur les moments forts de la visite du chef de l'État Patrice Talon dans cette capsule vidéo. Le mardi 29 juillet 2025, le président de la République, Patrice Talon, s'est rendu à Niki pour une visite de terrain sur le chantier en cours du palais royal et de l'arène dédiée à la célèbre fête de la Gani. Cette descente du chef de l'État témoigne de l'importance accordée à ce projet à forte valeur historique et culturelle pour le Bénin. Accompagné des ministres José Tonato du cadre de vie, Jean-Michel Abimbola du tourisme et de la culture, Aurélie Adam Soule Zoumarou du numérique, de la ministre conseillère Mariam Djouga, de Sendé Tchekete, directeur général de Bénin Tourisme, du préfet du Borgou, du maire de Niki, de techniciens et bien d'autres, le président a pris le temps d'inspecter l'ensemble du chantier. Il a pu apprécier l'état d'évolution des travaux tout en soulevant certaines exigences en termes de qualité. Le chef de l'État
a notamment formulé des recommandations claires pour assurer la livraison d'un ensemble d'infrastructures respectant les normes techniques et architecturales attendues. La construction du palais royal de Niki, associée à celle de la reine de la Gani, s'inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine culturel béninois. En restaurant ce haut lieu de l'histoire du peuple Batonou, le gouvernement attend redonner au site sa place centrale dans la vie culturelle et cérémoniale du pays. Au cours de cette visite, le président de la République a également parcouru plusieurs étapes du parcours du roi, itinéraire, rituel emprunté lors de la célébration de la Gani. Cette immersion sur le terrain a permis de mieux appréhender les aménagements nécessaires pour renforcer la solennité et la fluidité des festivités. La visite s'est conclue par un entretien privé entre le président Talon et Sa Majesté Sero Toru, roi de Niki. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les enjeux culturels et les besoins de développement local liés à la valorisation du site royal et de son environnement. Et de sécurité. Devient une fête internationale et devient quelque chose qui qualifie le pays. À l'issue de cette rencontre, le président Talon a annoncé le lancement imminent de nouveaux travaux d'assainissement et d'aménagement de la ville de Niki. Ces initiatives visent à renforcer l'attractivité de la Gani, appelée à devenir un événement d'envergure internationale et un levier important pour le tourisme culturel au Bénin. À présent, je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, qui se prononce sur l'objectif de la visite du chef de l'État ainsi que l'évolution des travaux concernant le nouveau palais royal et l'arène de la Gani. On regarde. Vous savez que le chef de l'État est un homme de terrain et que tous les projets qui sont en cours, les projets d'infrastructure et même tous les autres types de projets, il aime aller constater lui-même sur le terrain comment les projets avancent, comment les réalisations avancent, les infrastructures avancent. Vous savez que dans à peu près un petit mois maintenant, exactement d'ailleurs le 6 septembre, nous allons avoir la prochaine édition de la Gani. Vous n'ignorez pas non plus que le gouvernement du Bénin a construit et est en train d'achever la construction du nouveau palais royal du royaume de Niki. Et donc le chef de l'État a souhaité aller évaluer par lui-même le niveau de réalisation de ces travaux, de cette construction du palais du roi de Niki. Et c'est pour cela que nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour aller sur ce site, pour que le président puisse constater, pour également en profiter pour réfléchir et sur les prochaines éditions de la Gani, en faisant tout le parcours rituel du roi pendant la Gani. Vous savez que le patrimoine immatériel que nous avons à Niki, du peuple Batonou, Bo et Peul, est un patrimoine immense, un patrimoine que nous voulons valoriser, que nous voulons mettre en tourisme
pour les Béninois, mais également pour les visiteurs étrangers. Et pour cela, le chef de l'État a souhaité, avec le ministre du cadre de vie et des transports, la ministre du numérique qui est ressortissante de Niki, le ministre en charge de la culture que je suis, le directeur général de Bénin Tourisme, l'ANPT et une petite équipe aller constater de visu et voir comment nous pouvons à l'avenir mettre en tourisme ce patrimoine immense que nous avons de cavalcade, de culture équestre. Et donc c'était une visite passionnante, une visite dense comme toujours avec le président, une visite enrichissante. Et donc nous retournons à Cotonou, nous allons débriefer tout cela pour pouvoir, le cas échéant, faire des ajustements ou accélérer certains aspects qui peut-être n'étaient pas suffisamment développés. Donc voilà ce que je voudrais dire, c'était une visite intense mais très productive. Dans le reste de l'actualité, les Ivoiriens se préparent à élire leur prochain président en octobre 2025. Ce mardi 29 juillet, le président sortant Alassane Ouattara a officiellement annoncé sa candidature pour un nouveau mandat en se justifiant. Président de la Côte d'Ivoire depuis 2011, Alassane Ouattara est candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain. Une annonce qui suscite moult réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Pourquoi a-t-il choisi ce moment pour sortir de son silence? Quelles sont les réelles motivations de candidature à un 4e mandat? Au micro de ESAE TV, le consultant et chroniqueur politique Agapit Napoléon Maforican a apporté quelques éléments de réponse. Suivez plutôt. C'est un scénario quand même qui est connu. Il n'est pas le premier, il est le président en exercice, donc il prend son temps et il se déclare candidat seulement à la dernière minute. Il ne peut pas se déclarer candidat alors qu'il n'y a pas encore les autres candidats. Donc le président qui bride sa propre succession attend toujours pratiquement le dernier moment pour pouvoir se prononcer. Donc on ne peut pas lui faire ce procès-là. On ne peut pas lui faire ce procès-là. On peut lui faire le procès peut-être des difficultés, des vicissitudes auxquelles le système a soumis l'opposition. C'est une candidature dont vous connaissez les histoires et les aboutissements. Et Ouattara, c'est quand même un très vieux militant. Il a connu tout. Il a failli ne jamais être apte pour être candidat dans l'ivoirité. Il revient de très loin. Et nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui a beaucoup évolué. Et donc, si les textes en vigueur lui permettent d'être candidat, il n'y a pas de raison. Et est-ce que l'Ivoirien lambda estime qu'il en a déjà fait de trop? Moi, je n'ai pas vu de vague depuis, alors que ça fait près de 3 mois, 4 mois, 6 mois, que l'histoire de sa candidature se raconte, se murmure. Et pourtant, le pays tourne normalement. Pour moi, je pense que si la Côte d'Ivoire estime qu'elle a besoin encore d'Alassane Ouattara, qui sommes-nous pour faire la morale au peuple souverain ivoirien? Moi, j'estime que si tant est qu'il a encore de l'envie, il a encore la force, la lucidité, la disponibilité, l'engagement, tout ça là lui reste, et qu'il a et les conditions lui permettent, pourquoi ne le serait-il pas? Donc, sur ce côté, je n'ai pas d'avis personnel à émettre, mais moi, j'estime que chacun décide de ce qu'il a envie de faire. Si le droit est de votre côté, et dans la matière, il a joui d'un dispositif. Bien, ça c'est l'analyse formelle. C'est vrai, on peut raisonner aussi par l'absurde, on peut aussi se demander, est-ce qu'on n'est pas dans un système un peu disons, de manipulation, où on revient une constitution, on dit, bon, c'est la nouvelle constitution, il faut 2 mandats. Moi, je pense que le débat, là où on doit aller,
c'est de régler ces questions-là, une fois pour de bon dans nos constitutions, et de rendre la constitution non amendable, non révisable sur une période minimum. C'est-à-dire qu'on a une constitution, notre constitution, si c'est pas quelqu'un de blocage de l'État, ne doit pas être révisée pendant au moins 25 ans, avec une génération. À la suite de l'annonce officielle de la candidature du président ivoirien Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre prochain, les réactions ne se sont pas fait attendre. Se suivaient à présent les impressions de quelques citoyens suite à cette nouvelle. Des propos recueillis par Esae TV. Il a fait les deux mandats constitutionnellement recommandés et ils ont pu toucher la constitution pour lui permettre. Je crois qu'il a vu en lui qu'il pouvait encore se présenter. C'est comme ça qu'il est allé au troisième mandat. Et à la révision de la Constitution, celui qui a fait un troisième mandat peut encore faire un quatrième mandat. Donc je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement et qui se présente pour le troisième. Si la Constitution de leur pays le permet, moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Donc si les Ivoiriens acceptent, c'est bon. Le président de la République veut encore aller aux élections. Bon, selon les constitutions, il a révisé la constitution et ce qu'il veut terminer maintenant, c'est son premier mandat. Et il y a encore la possibilité qu'il dépose encore la candidature pour briguer encore le second mandat. Et ce qui est là, si les Ivoiriens eux-mêmes voient que c'est un bon président, ils peuvent voter pour lui. Seulement qu'il y aura un peu de nuance concernant les opposants. Et il ne faut pas que nous allons retomber encore dans des histoires de 2010, ce qui n'est pas du tout bon pour les populations. Candidature Ouattara et puis parce que il a donné 15 ans de la photo. Il y a eu constaté le président africain souvent des nombreux parce que ni ewa du kan mon quand on les to so no yon on gbele no asupo on mi na bio dirigeant mi ton les do ni quelqu'un boni do et dossier boni étude voter loi de boni et quelqu'un pour respecter loi de voter. Si les Ivoiriens avaient accepté la constitution révisée qui lui permet de briguer encore le énième mandat, ça fait le problème des Ivoiriens. Seulement que, pourquoi un président est élu? Le président est élu pour le bien-être de sa population. S'il travaille bien et que la population se développe, la Côte d'Ivoire se développe, bon, peu importe le nombre de mandats qu'il fera au pouvoir. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il a encore les énergies qu'il avait il y a 15 ans? S'il n'y a plus ces énergies, alors ce serait difficile. Parce qu'un président qui n'a pas toutes ces facultés en place, et puis souvent ces maladies et autres là, ça ne va pas. Là, demain, il va parler que non, ce n'est pas moi, c'est mon entourage qui a fait ça là. Maintenant, s'il a encore les énergies, si sa santé lui permet encore de briguer et que la constitution lui permet de briguer encore un second mandat ou bien un énième mandat, alors il n'a qu'à faire. L'opérateur économique et membre du parti politique Bloc républicain, Sylvanus Aissi, a marqué sa présence à la fête des retrouvailles de l'honorable Mohamed Attao Renouho et ses militants. L'objectif de sa visite vise à soutenir son ami et renforce son ancrage politique dans la 15e circonscription électorale. Le reportage de Esae TV. C'est un grand plaisir, grand honneur de me retrouver dans cette fête dite les retrouvailles, qui témoigne encore une fois la vitalité de notre parti, le Bloc républicain. Sylvanus Aissi fait partie des personnalités qui sont allées apporter leur soutien à l'honorable Mohamed Attao Renouho à sa fête de retrouvailles. Une démarche qui témoigne son engagement au sein du parti le Bloc républicain. Il est d'abord un camarade de lutte de mon parti du Bloc républicain. Et il est très important pour nous de nous soutenir,
D'autant plus que quand on parle de la 15e, on parle aussi de la 16e. Moi qui suis en face de vous aussi, je vis aussi dans la 15e. 15e aussi, c'est mon arrondissement, c'est ma circonscription. Il ne peut pas y avoir de telles fêtes sans que je ne marque pas ma présence, ce n'est pas possible. Issus tous les deux de la 15e circonscription, l'objectif est donc clair. L'objectif, c'est que nous gagnons. Nous gagnons. Ce n'est pas Tao qui veut gagner, mais c'est le parti Bloc républicain qui doit gagner. Donc, nous sommes venus le renforcer, rester à ses côtés, pour que cette fois-ci, nous constatons que 15e étonne le monde. Parce que dans le passé, vous savez très bien, dans 15e, c'est comme si on n'existait pas. Mais nous nous préparons pour que cette fois-ci, dans 15e, nous puissions faire fort, très fort même. Et nous sommes à pied de guerre. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas juste une fête. C'est un signe fort, un message clair. Oui, nous sommes encore debout. Oui, nous sommes toujours unis. Oui, nous savons rester fidèles les uns aux autres. Chers militants, depuis la réforme du système partisan, j'ai fait un choix. Pas un choix pour moi seul, mais un choix pour nous tous. J'ai décidé de rassembler les forces, de mettre fin aux divisions pour qu'on soit plus forts ensemble. C'est comme ça qu'on a rejoint le Bloc républicain. Et je suis fier de ce choix. Ce rassemblement est aussi une manière pour le Bloc républicain dans la 15e circonscription d'annoncer les couleurs pour les prochaines élections générales de 2026. Dans un autre registre, le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, a été reçu en audience par le ministre José Didier Tonato, en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, ce jeudi 31 juillet 2025. Les échanges entre les deux personnalités ont globalement porté sur le rapport de la commission de vérification mise en place par le Haut-Commissariat sur le supposé détournement dans le secteur de l'énergie, de l'eau et des mines, dénoncé par l'ancien ministre Paulin Akpona. Au micro de EZAE TV, le haut-commissaire à la prévention de la corruption nous fait le point de la rencontre. Suivons ensemble. Le haut-commissariat à la prévention de la corruption, que j'ai l'honneur de présider, est venu rendre une visite de courtoisie au ministre en charge des mines, de l'eau, de l'énergie, du cadre de vie et des transports. Il y a un mois de cela, nous avions mis sur pied, le Haut-Commissariat a mis sur pied une commission de vérification suite aux allégations de l'ancien ministre, M. Akpona, Paulin, qui a déclaré que l'on siphonne dans son ministère des dizaines de milliards de francs CFA réservés à l'eau et à l'énergie électrique. Ce jour, nous avions reçu de cette commission son rapport et c'est normal qu'on revienne remercier le ministre, le ministère, j'entends dire, qui a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour que cette commission travaille aisément. Et sur le terrain et à travers les documents qui sont remis pour que la commission vérifie les allégations de l'ancien ministre. Au moment opportun, les résultats de cette commission de vérification, au moment opportun, ces résultats seront portés à la connaissance du peuple béninois. Nous l'avions reçu ce matin. Et nous voudrions, avant demain, que le peuple soit au courant. Nous l'avions déjà fait ce matin, nous le faisons au ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Notre deuxième point que nous avions vu avec le ministre, c'est
l'une des structures qui se trouve sous sa tutelle, la CIRAT. Le Haut Commissariat à la prévention, comme son nom le dit, est une institution de prévention. Ce ministère, le ministère en charge de cas de vie, de transport, pour être beaucoup plus précis, dépense, ou du moins ça travaille sur plusieurs milliards, 400 milliards par an. Sur 10 ans, vous imaginez ce que ça représente. Donc, dans la mission que la nation a confiée au Haut Commissariat, il y a aussi la rédaction des manuels de procédure, les dispositifs que nous devons mettre un peu partout dans toutes les structures pour lutter contre la corruption, le détournement, et pour que tout se passe au mieux des intérêts de la nation. Donc nous avions demandé, informer le ministre que nous irons à la CIRAT pour voir si les dispositifs de lutte contre la corruption s'y trouvent, si les manuels de procédure s'y trouvent. Sinon, nous allons travailler avec les structures, avec les responsables de ces structures, je dirais, pour voir comment faire pour parer à toute infraction, tout détournement, quel que soit le domaine, au niveau de la fraude, au niveau des passations des marchés. Donc, le travail de la prévention, c'est aussi ça. Mais nous ne pourrons pas, ne pourrons point le faire, puisque sans voir également le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, qui est le président du conseil d'administration de la CIRAT. Donc nous sommes venus informer le ministre pour lui dire que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption se rendra bientôt sur les lieux pour mettre sur pied, vérifier si les dispositions de lutte contre la corruption dans un secteur très sensible. Et comme vous le savez, le ministre en charge du cas de vie, c'est le bâtisseur de la cité. Il bâtit, et pour bâtir, il faut des milliards. Des milliards supposent un comportement. Et ce comportement suppose que des dispositifs soient mis sur pied. Du nouveau dans l'affaire concernant l'effondrement d'un immeuble à 3 niveaux à Togbe-Fondji dans la commune d'Abomey-Calavi. Le porte-parole de la police républicaine était face à la presse lundi dernier au menu de son point de presse les raisons et l'évolution de la dite affaire. Le commissaire-major Eric Ourou Yerima donne ici les clarifications sur l'incident et la réactivité de la police républicaine pour calmer les populations. Des propos recueillis par la rédaction de Canal 3 Bénin. En dépit de cette violation flagrante des dispositions du décret 2023-617 du 6 décembre 2023 portant réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin, le propriétaire a voulu se défausser sur son voisin également en travaux de construction. L'audition du maître maçon n'a guère éclairé sur le respect des formalités en matière de construction d'habitat. Le ministère du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable, a porté plainte contre le propriétaire de l'immeuble effondré. Il est présentement aux mains de la justice pour faire face à ses responsabilités. La police saisit la présente occasion pour rappeler à l'opinion nationale que les constructions dans les différentes zones de Togbe, comme dans toutes les zones urbaines de notre pays, sont subordonnées aux formalités d'obtention de permis de construire conformément aux dispositions de la loi sur l'urbanisme et du décret sur le permis de construire. C'est d'ailleurs en application des dispositions légales et réglementaires qu'une brigade mobile composée du ministère du cadre de vie et des transports, de la police républicaine et des communes concernées a été mise sur pied pour vérifier l'effectivité et la conformité des permis de construire dans le Grand Nokoué. Cette brigade a suspendu 157 constructions anarchiques dans cette zone courant mars 2025. Malgré ces dispositions qui visent à protéger les populations, le propriétaire de ce chantier a continué les travaux, mettant ainsi en danger la vie des citoyens. L'enquête se poursuit et la police invite les populations à se conformer strictement
au respect de la loi. On poursuit cette édition, c'est terminé pour la 4e édition de la formation triptyque au métier du cinéma, organisée par l'association Wani Ayo avec le soutien de plusieurs partenaires. Après 2 semaines de renforcement de capacité en montage image, actorat et en écriture documentaire, les activités ont été bouclées par une soirée de restitution organisée le 26 juillet dernier dans un complexe hôtelier de Cotonou. Le film de la cérémonie avec ESAE TV. C'est l'apothéose de la 4e édition de la formation triptyque métier du cinéma. Pendant 2 semaines, l'association Wani Ayo de Telakomaou a renforcé les capacités d'une 40aine de jeunes dans les métiers du 7e art. Notre journée a été rythmée, animée par 3 modules. L'actorat, qui a réuni 33 apprenants passionnés du cinéma, l'écriture documentaire qui a rassemblé 8 jeunes passionnés, curieux de raconter, et la post-production, montage, image, tout aussi essentiel dans la chaîne de production des films, qui a réuni 7 formés désireux de donner une forme et un rythme aux histoires que nous portons. Au terme de cette formation, un programme a été mis en place pour accompagner les bénéficiaires. On a fait un travail de corps vraiment dans l'espace et on a rencontré l'espace et on est parti sur des techniques d'improvisation histoire de travailler sur leur spontanéité, leur façon de comprendre ou d'agir sur des situations prévues ou imprévues pour pouvoir faire passer un certain nombre de stress ou d'aisance face à la caméra ou aussi face à la prise de parole. C'était un plaisir et ils ont pris beaucoup de plaisir et nous aussi on a pris beaucoup de plaisir pendant ces 2 semaines pour partager ces expériences-là avec eux. Quand on reçoit les dossiers, on les évalue sur le plan de ce qu'ils ont écrit. Maintenant, il fallait quand même s'assurer que ce qu'ils ont écrit correspond à ce qu'ils savent réellement faire. À partir de là, maintenant, on devait réarticuler la formation pour leur permettre d'évoluer dans leur métier, dans le métier qu'ils ont choisi. Donc, on a commencé tout naturellement par revoir les bases, faire comme une révision générale pour nous assurer que les éléments les plus pertinents de la post-production sont compris aussi bien de manière théorique que pratique. Ces jeunes formés au métier du 7e art se réjouissent des compétences acquises et se sentent prêts à affronter et s'intégrer dans la vie professionnelle. À travers cette formation, nous qui sommes jeunes talents, on apprend beaucoup de choses. Alors déjà, moi, je peux dire qu'avec cette formation, j'ai compris qu'il y avait une différence entre un comédien et un acteur. Parce qu'on a déjà appris plein de trucs qui nous montrent que l'acteur, il limite un personnage. Et son corps et son esprit sont ses armes. Les différents sponsors et partenaires réitèrent leurs engagements à soutenir cette initiative. Des attestations ont été décernées aux stagiaires désormais prêts à prouver leur talent et savoir-faire. Et puis on parle éducation à présent. L'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées de Dassazoumé a accueilli mardi dernier la phase finale du concours sur l'innovation en milieu universitaire CIMU, édition 2025, initiée par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC. Au total, 26 candidats ont présenté leur projet devant un jury composé d'experts et des prix ont été décernés. Le point dans ce reportage signé ESAE TV. Je suis très contente des résultats. Je suis impressionnée. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC maintient la flamme de la promotion de l'esprit créatif et de l'ingéniosité chez les étudiants. Le concours sur l'innovation en milieu universitaire CIMU 2025 a regroupé une vingtaine de candidats le mardi 29 juillet à l'École nationale supérieure des biosciences et technologies appliquées de Dassazoumé. Ce n'est pas parce qu'il y a une place à pouvoir qu'il faut le donner nécessairement quand les conditions ne sont pas réunies.
et je suis contente que le jury ait décidé ainsi. Cela va permettre à mes chers étudiants d'aller encore travailler leurs innovations pour d'autres challenges. Il n'y a pas que le COUS-AC, il y a les rectorats aussi qui font des concours, il y a plein de concours et vous allez partir. Mais rassurez-vous, tout le monde part avec un lot de consolation. Cette année, le CIMU a mis en compétition les étudiants dans divers domaines tels que l'agroalimentaire, la biotechnologie médicale et le génie civil. À tour de rôle, ils ont défendu leurs idées d'innovation devant un jury composé de sachants. Le système que j'ai conçu, c'est un système d'automatisation de l'éclairage. Donc, il assure l'allumage et l'extinction des lampes en fonction de la luminosité ambiante. En journée, il éteint vos lampes pour vous aider à réaliser des économies d'énergie. Et en soirée, il les allume tout seul. Donc, avec ce système, on peut réaliser d'énormes économies. Nous avons présenté un gel à activité antifongique que toute femme peut utiliser pendant les menstrues ou post-menstrues. Et ce gel est conçu afin de pouvoir lutter contre les infections antifongiques, les infections microbiennes. Et notre gel, on l'a fait donc à base des extraits des plantes médicinales. Originalité, contextualisation, pertinence et utilité sont entre autres les critères qui ont permis au jury d'examiner les différents travaux. C'est une très belle technologie, une très belle initiative et c'est à encourager. Ça permettra donc à ces étudiants-là déjà de voir comment, avec le temps, avec ce qu'ils auront appris, avoir leur start-up, bien leur entreprise. Et ce qui a été très impressionnant, c'est que ce sont des étudiants de première année. Des étudiants de première année. Et ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment assez très intéressant. Le COUS-AC a récompensé le premier de chaque catégorie avec une enveloppe financière de 300 000 francs CFA, pendant que le deuxième repart avec 200 000 francs CFA et le troisième avec 100 000 francs CFA. Les finalistes ont reçu quant à eux des lots de consolation. Ainsi s'achève donc la 5e édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire. Rendez-vous à la prochaine édition en 2026. Et puis on parle sport dans cette édition. Je l'annonçais d'ailleurs au sommaire, la 4e édition des Trophées Footeuses 229 s'est tenue le samedi 26 juillet dernier dans une salle des fêtes à Abomey-Calavi. Au total, 14 distinctions ont été décernées aux joueuses du football les plus décisives ainsi qu'aux encadreurs les plus inspirants du football féminin béninois. Une initiative portée par Romance Vinacon, promotrice des Footeuses Plus Africa. Reportage signé ESAE TV. Meilleure joueuse de la saison 2024-2025, Mademoiselle Gandonou Romaine. Double distinction pour Romaine Gandonou au Trophée Footeuse 229 édition 2025. Elle reçoit le prix de la meilleure buteuse de la première division et meilleure joueuse de la saison 2024-2025. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix. Je remercie sincèrement mes coéquipiers du Tambour FC d'Adjara, sans oublier mes encadreurs. Comme je vous ai promis que chaque année, je dois venir ici. Voilà. Une initiative portée par Romance Vinacon, promotrice de Footeuses Plus Africa. Cette année, les Trophées Footeuses 229 intègrent le championnat féminin de la 3e division à la sélection. Les Trophées Footeuses 229 ne sont pas une simple remise de prix. C'est un cri de cœur. C'est une tribune de valorisation. Une célébration de la résilience et de l'excellence. C'est notre façon de dire merci à celles et à ceux qui se battent au quotidien pour que le sport féminin trouve la place qu'il mérite dans notre société. Depuis la première édition, nous avons parcouru du chemin. Des obstacles, il y en a eu, mais nous avons tenu bon parce que nous croyons fermement que chaque joueuse, chaque entraîneur, chaque bénévole compte. Le ministère des Sports du Bénin réitère son engagement à soutenir l'événement. Nous célébrons une dynamique, un engagement exemplaire, une détermination collective qui ont concouru à l'essor considérable du football féminin au
au cours de cette saison 2024-2025. Le ministère des Sports demeure résolument déterminé à consolider la position des femmes dans l'univers sportif et à donner au football féminin tous les moyens de son développement. À l'instar des trophées de la meilleure buteuse de la première division et la meilleure joueuse de la saison, 12 autres distinctions sont décernées aux joueuses de football les plus décisives de la saison ainsi qu'aux encadreurs les plus inspirants du football féminin béninois. Et pour finir cette édition, on parle des journées footballistiques. La ville d'Alada accueille dans quelques jours la journée récréative autour du football. Cette journée qui vise à rassembler les anciens joueurs et jeunes footballeurs d'Alada va permettre de créer un réseautage. À ce propos, je vous invite à suivre dans cet élément Jari Maevo, promoteur de la journée footballistique, qui nous édifie davantage sur le sujet. Des propos recueillis par Eusawe TV. Effectivement, le 9 août 2025, nous organisons la journée footballistique qui vise à regrouper tous les footballeurs d'Alada. L'objectif de cette journée est surtout de faire la promotion du football à 5, mais également de créer un creuset au sein duquel les jeunes, mais également les anciens qui ont cette passion-là de parler du football et surtout de voir dans quelle mesure il faut développer cette discipline dans notre commune. Vont prendre part à cette journée les jeunes, mais également les vieux, à l'exception de ceux qui ont moins de 15 ans. 6 équipes vont compétir autour de cette journée footballistique. Il s'agit de Santé Plus, d'Anciens Football Club, également de JJT. Et au cours de cette phase de jeu, il y aura une phase de poule et enfin une phase finale où les équipes qui vont disputer cette phase finale-là auront, n'est-ce pas, à remporter, n'est-ce pas, des trophées. Nous exhortons le conseil communal ainsi que le maire et toute autre personne de bonne volonté de nous accompagner durant cet événement et nous exhortons la population d'Alada à sortir massivement pour nous soutenir au cours de cette journée-là. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur Eusawe TV.